Toujours dans les caractéristiques des enzymes. La spécificité. On sait que les enzymes ont une double spécificité. Elles sont spécifiques à la fois en même temps pour la réaction catalysée et pour leur substrat. C'est-à-dire l'enzyme qui travaille sur le glucose ne peut pas travailler sur les lipides, ne peut pas travailler sur les acides aminés. Cette enzyme est spécifique du glucose, c'est tout. Donc, chaque enzyme catalyse telle ou telle réaction. Les preuves sont les cyclases qu'on vient de voir, les oxydoréductases, les transférases, les hydrolases, etc. Ça prouve que chaque enzyme effectue tel ou tel travail. Chaque enzyme est spécifique de telle ou telle réaction. C'est ce qu'on appelle une spécificité. On parle de spécificité large et de spécificité étroite. Si je prends le cas de la spécificité étroite, je donne l'exemple de la glucokinase. La glucokinase agit uniquement sur le glucose. C'est une spécificité étroite. D'accord? Je donne le deuxième exemple. L'hexokinase. L'hexokinase agit sur tous les hexoses. Glucose, galactose, etc. Donc, c'est une spécificité large, mais toujours l'hexokinase ne travaille que sur les oses, et pas n'importe quelle ose. Sur les C6, c'est tout. Si je prends le glycéraldéhyde, elle va pas réagir. Même la spécificité large est limitée. Et c'est exprès. On va la voir pourquoi dans la partie métabolique. Donc, la double spécificité des enzymes pour le substrat et pour la réaction catalysée. Caractéristiques des enzymes toujours. L'énergie d'activation. Les enzymes accélèrent les vitesses des réactions. Pourquoi? Je vais vous donner un simple exemple. Alors, pour faire démarrer une voiture, je dois y mettre de l'essence, n'est-ce pas? Sans essence, la voiture ne démarrera pas. La même chose ici. Pour transformer un substrat S en un produit P, différent de produit de départ, mon substrat S doit avoir une énergie minimale. Il doit atteindre la barrière énergétique. La barrière énergétique, c'est l'énergie minimale que doit avoir mon substrat pour qu'il puisse se transformer en produit. D'accord? Et dans l'exemple, la barrière énergétique, c'est l'essence de la voiture. Même chose ici. Ces composés, pourquoi ils soient transformés en produit final? Il faut que ces molécules possèdent une énergie minimale. Il faut qu'il atteigne la barrière énergétique pour que mon substrat peut se transformer en produit. D'accord? Maintenant, d'où mes substrats apportent cette énergie minimale? Par des agitations, augmentation de température, il faut que ces molécules s'agitent. Il faut qu'il y ait des forces de cohésion entre eux. C'est-à-dire que chaque molécule, elle frappe une autre molécule. Et ça continue entre toutes les molécules pour qu'ils apportent de l'énergie, puis seront transformés en produits. D'accord? Ce que je viens de vous expliquer, c'est une réaction normale, sans enzyme. C'est pour cela, en absence d'enzyme, la réaction prend beaucoup de temps, parce qu'il faudrait attendre que les molécules s'agitent entre eux pour avoir de l'énergie et tout. Voici la courbe suivante. Donc, voici toujours l'énergie et le produit obtenu. Voici la barrière énergétique. Voici la réaction en bleu sans enzyme et la réaction en rouge avec enzyme. Donc, voici l'énergie minimale, la barrière énergétique. En absence d'enzyme, la barrière énergétique est élevée. J'ai des molécules. J'attends jusqu'à ce qu'il va y avoir des forces de cohésion. Ils agitent entre eux pour qu'ils puissent atteindre la barrière énergétique à partir de laquelle je vais avoir transformation de substrat en produit. Maintenant, en présence d'enzymes, l'énergie d'activation est minimale. En absence d'enzymes, elle est là. En présence d'enzymes, elle est ici. Elle a diminué. Donc, rapidement, j'atteins l'énergie minimale. Et rapidement, mon produit est transformé. Parce que l'enzyme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle reconnaît son substrat. Elle le capte et le transforme. C'est elle qui va faire le travail. C'est elle qui va faire la catalyse. Donc, en présence d'enzymes, je n'ai pas besoin d'attendre que les molécules de mon substrat s'agitent pour lui donner de l'énergie et qu'il puisse atteindre la barrière énergétique. Donc, l'enzyme capte son substrat et c'est elle qui va lui donner de l'énergie. Et c'est elle qui va le transformer par des différentes réactions. Et c'est pour ça pourquoi les vitesses de réaction sont rapidement élevées. Parce que les enzymes abaissent les énergies d'activation, abaissent la barrière énergétique. On avait dit que les substrats se fixent sur l'enzyme. Ils ne se fixent pas n'importe où. Ils se fixent sur le site actif. Le site actif de l'enzyme est une zone privilégiée. C'est une zone importante. Voici le site actif.
C'est une cavité dans laquelle on trouve le site de fixation du substrat et bien sûr le site catalytique qui va assurer la transformation de notre substrat en produit. Le site de fixation plus le site catalytique nous donne le site actif de l'enzyme. Exemple, l'acétylcholine estérase. Voici le site actif de l'acétylcholine. La réaction hydrolyse et j'obtiens la choline et de l'acétate. Souvenez-vous de sérine. J'avais dit que dans les acides aminés que sérine, grâce à son OH, on la trouve toujours dans les sites actifs. Alors, spécificité des enzymes. On avait dit que les enzymes sont spécifiques du substrat et de la réaction catalysée. On a deux modèles qui expliquent la spécificité de ces enzymes. Le modèle clé-serrure et le modèle de la forme induite. Le site actif de l'enzyme ressemble à son substrat comme la clé et la serrure. Ici, dans le modèle clé-serrure, le site actif a la même forme dès le départ de son substrat. Pour la forme induite, au départ, l'enzyme n'a pas la forme de son substrat. Quand le substrat se fixe sur l'enzyme, cette dernière va adopter sa forme à son substrat. Revenons au premier modèle. Elle est tombée à l'eau. Elle n'est pas correcte, parce que si on suppose que ce modèle-là est vrai, d'abord, combien de substrats nous avons? Nous avons 10 milliers de substrats. C'est-à-dire pour ces milliers de substrats, il me faut 10 milliers d'enzymes. Or, nos gènes ne codent pas pour 10 milliers d'enzymes. Donc, ça marche pas ce modèle. Le modèle de la forme induite marche. Parce que c'est vrai au départ, l'enzyme n'a pas la forme précise de son substrat, mais quand le substrat vient de se fixer, elle va arranger tout petit peu sa forme à son substrat. Mais au départ, l'enzyme a dans sa mémoire la forme de son substrat. Attention, mais elle ne le forme pas encore, jusqu'à ce qu'il arrive pour qu'elle puisse adopter sa forme au substrat. Bon, il y a ceux qui sont en faveur de la première théorie, ceux sont en faveur de la deuxième théorie. Il y a le troisième groupe qui est en faveur des deux théories, c'est-à-dire ils les combinent ensemble. C'est-à-dire que c'est vrai au départ, l'enzyme a la forme de son substrat dans sa mémoire, et quand il vient, elle adopte juste sa forme à son propre substrat. Donc, on va se retrouver avec trois théories, clé-serrure, forme induite, et la troisième théorie, clé-serrure et forme induite, qui est la plus logique. Mesure de l'activité enzymatique. L'activité enzymatique est mesurée par trois unités. L'unité internationale, le catal, et on a l'activité spécifique. C'est juste des définitions. Vous les prenez.